Alors, écoutez, premièrement, monsieur le juge Brown, monsieur le professeur Newman, madame la doyenne Hull, mesdames, messieurs, bonjour. En mon nom et celui de mon collègue Anne Rouzou, sans qui cet événement n'aurait pas lieu, je vous souhaite la bienvenue à la 6e conférence annuelle Chevrette-Marx en droit constitutionnel. Ces conférences annuelles visent à présenter et diffuser des contributions originales en droit public dans une formule hybride combinant l'allocution d'un éminent conférencier-conférencière et une discussion avec un répondant ou une répondante. Ce cycle de conférences organisé par la Faculté de droit de l'Université de Montréal a été établi en l'honneur de 2 anciens professeurs de notre faculté. François Chevrette y a été professeur de droit public de 1968 jusqu'à son décès le 19 mai 2012. De 1984 à 1988, il a aussi été doyen à la faculté. Herbert Marx a été professeur de droit constitutionnel de 1969 à 1979, ici même à la faculté, année où il a été élu à l'Assemblée nationale du Québec. Entre 1985 et 1988, il a été ministre de la Justice. En 1989, Herbert Marx a été nommé juge de la Cour supérieure du Québec, fonction qu'il a occupée jusqu'en 2007. C'est la toute première fois que notre conférence se tient sans la présence lumineuse de M. Marx, décédé le 19 mars 2020. Dans un monde où les institutions excitent le mépris plus souvent que l'enthousiasme, je tiens à remercier M. Marx pour sa remarquable générosité qui a rendu possible ces conférences et pour son indéfectible fidélité à notre faculté. Cette année, notre conférence se tient malheureusement de manière virtuelle. Tenir une conférence Chevrette-Marx sans présence physique comporte quelque chose d'un peu incongru. Dans la mesure où tout au long de leur carrière de professeur, François Chevrette et Herbert Marx ont fait la démonstration éclatante que l'acte d'enseigner est avant tout une relation étroite, chaleureuse, enjouée avec les êtres curieux que sont les étudiantes et étudiants. Une relation marquée par l'indicible, l'intuition, par la capacité à mesurer sans qu'un mot ne soit prononcé si la compréhension ou l'incertitude, le désarroi ou le plaisir sont au rendez-vous. Cet accent sur la dimension relationnelle d'une action donnée rappelle l'un des piliers fondamentaux de la pensée autochtone, ce qui m'amène à vous rappeler que notre faculté est située sur un territoire où, bien avant l'établissement des Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Je laisse aux Autochtones eux-mêmes le soin de déterminer entre eux quelle nation autochtone y était la première. Je tiens plutôt à souligner que c'est à Montréal qu'a été signée en 1701 la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération Haudenosaunee. L'esprit de fraternité à l'origine de ce traité, esprit de fraternité dont notre monde a bien besoin, est un modèle à suivre pour un événement comme le nôtre. En effet, le confinement ne doit pas nous empêcher de réfléchir aux questions fondamentales de notre temps. Au contraire, il exige encore plus de vigilance face aux abus potentiels de pouvoir. La question de la séparation des pouvoirs qui sera au cœur du dialogue convivial de nos 2 invités est très certainement une de ces questions fondamentales. Pour ne prendre qu'un exemple, la pandémie a exacerbé un phénomène mondial, à savoir la montée en puissance du pouvoir exécutif. On assiste, pour reprendre l'expression de l'historien Pierre Rosanvallon, à une présidentialisation des démocraties. Le pouvoir législatif, autrefois tout puissant en tant qu'incarnation d'une relation entre représentés et représentants, se voit aujourd'hui de plus en plus écarté au profit du pouvoir exécutif, fondé sur un rapport de gouverné à gouvernant. D'active, la citoyenneté démocratique devient passive. L'élection consiste de plus en plus à conférer à un exécutif donné un simple permis de gouverner. Pour reprendre à nouveau une belle expression de Rosanvallon, nos démocraties se réduisent bien souvent à n'être que des démocraties d'autorisation. Dans notre régime parlementaire de type britannique, la question se pose. Est-ce l'absence de séparation des pouvoirs qui pose problème ou l'absence de collaboration des pouvoirs?
Je n'ai soulevé ici qu'une seule des multiples questions soulevées par l'organisation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires dans une démocratie libérale. Comme vous tous, j'anticipe avec plaisir les propos de notre conférencier principal et de son répondant sur ce sujet. Je n'ai pas fait de recherche, mais il me semble qu'aujourd'hui est un moment historique. Est-ce qu'un juge de la Cour suprême, dont la langue maternelle est l'anglais, a déjà prononcé une allocution en français dans une faculté francophone, allocution à laquelle un constitutionnaliste dont la langue maternelle est également l'anglais a répondu en français? Je ne le pense pas. Je tiens à vous souligner que si vous avez des questions à poser, posez-les dans la petite rubrique questions-réponses. Et mon collègue Anne Roux et moi, lors de la période de questions, nous ferons la courroie de transmission de vos questions. Je laisserai maintenant à la doyenne France Houle le soin de vous présenter notre conférencier principal, Monsieur le juge Brown de la Cour suprême du Canada. Merci, Jean. Et merci pour cette belle introduction de cette conférence également. Mesdames et messieurs les juges, chers collègues avocats et avocates et notaires, professeurs et chargés de cours, chers étudiants et étudiantes, distingués invités. Bienvenue à notre grand rendez-vous annuel, la conférence Max Chevrette, organisée par les professeurs Anne Rousseau et Jean Leclerc. Je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous présenter l'honorable Russell Brown, juge à la Cour suprême du Canada depuis 2015. Le juge Brown a grandi dans le village de Burns Lake, en Colombie-Britannique. Pour vous situer, il s'agit d'un village qui se trouve à peu près 1000 km du nord de Vancouver, soit entre Prince Rupert, sur la côte du Pacifique, et Prince George, dans les terres. Dans les années 60 et 70, il faut imaginer le terrain de jeu de notre invité dans cette grande partie de la Colombie-Britannique. Celui-ci étant principalement constitué de forêts, de montagnes, de rivières et de lacs. Un univers où, jeune enfant, le juge Brown a pu, très sans doute, laisser libre cours à son imagination et à sa créativité. Ces aptitudes lui serviront tout au long de sa carrière et tout particulièrement, n'ont pas douté, pour exercer sa fonction de juge à la Cour suprême du Canada. Notre invité a quitté son village dans la vingtaine pour partir à la découverte du Canada. Il a d'abord complété des études de baccalauréat S.Art à Vancouver, à l'Université de la Colombie-Britannique, puis un baccalauréat en droit à l'Université de Victoria pour ensuite faire une maîtrise et un doctorat en droit à l'Université de Toronto. Ce parcours studieux d'ouest en est lui a permis d'approfondir différents domaines du droit, mais aussi des manières de concevoir et de le vivre dans les différentes régions du Canada. Après ses études, le juge Brown a exercé le droit à titre d'associé au sein de 3 cabinets, Davis & Company, Carfra & Lawton et Miller Thompson. Ses principaux domaines de pratique étaient le droit commercial, la responsabilité médicale et celle de l'État, le droit des assurances, des fiducies et des successions. Durant sa carrière, notre invité a aussi consacré plus de 10 ans à la formation de la relève en droit. Il a partagé ses savoirs avec ses étudiants à titre de professeur à la faculté de droit de l'Université de l'Alberta. Durant ses années de professorat, le juge Brown a également contribué à l'avancement et à la diffusion des connaissances scientifiques dans plusieurs domaines du droit, notamment la responsabilité civile, le droit des biens et la justice civile. C'est après ces années d'universitaire que le juge Brown a été nommé à la Cour du banc de la Reine de l'Alberta en 2013, puis juge à la Cour d'appel de l'Alberta en 2014, fonction qui l'a amené à siéger à la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest et à la Cour d'appel du Nunavut. Cette feuille de route riche de multiples expériences et de façons d'aborder le droit, soit comme praticien, professeur et juge, vous donne une idée de l'immense talent de notre invité. Aujourd'hui, l'honorable Brown nous entretiendra de la très importante question de la séparation des pouvoirs. Sa conférence s'intitule « Vers une doctrine canadienne de la séparation des pouvoirs ». Déjà, ce titre nous transporte dans la créativité, l'imaginaire et la finesse de pensée d'un juriste que nous aurons grand plaisir à écouter. Monsieur le juge,
Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. À vous la parole. Merci, Madame la doyenne, pour votre chaleureux accueil. Chers amis, je suis ravi et honoré d'avoir été invité à prendre la parole devant vous et particulièrement honoré que l'on m'ait demandé de prononcer la conférence de cette année, nommée en l'honneur des illustres professeurs François Chevrette et Herbert Marks. J'espère que mes propos d'aujourd'hui sauront rendre justice au riche héritage que ces deux sommités ont laissé dans leur domaine du droit constitutionnel, comme en témoigne la tenue de cette conférence annuelle. Mon allocution de cet après-midi repose sur deux postulats. Premièrement, l'exercice du pouvoir public par l'État est à la fois une chose nécessaire et une chose qui doit être circonscrite. Deuxièmement, la raison d'être du droit constitutionnel, de fait de tous les droits publics, est de séparer le pouvoir public. Le second postulat est, à mon avis, une évidence. Les juges ne disposent pas des mêmes pouvoirs que les législateurs, qui, eux, ne disposent pas des mêmes pouvoirs que les ministres et les premiers ministres. Il est toutefois plus difficile de dire comment le pouvoir est séparé. Cet après-midi, mon allocution va porter sur un principe que je considère important, un principe qui, dans les démocraties parlementaires de type Westminster comme la nôtre, est encore assez balbutiement, qui touche précisément à cette question et que l'on désigne par un vocable, la séparation des pouvoirs, qui en dit peu sur le sujet ou qui est tout le moins excessivement général. Le premier postulat, à savoir que l'exercice du pouvoir public est à la fois une chose qui est nécessaire et une chose qui doit être circonscrite, est probablement tout aussi évident, mais certaines précisions pourraient se révéler utiles. Pour ce qui est de sa nécessité, je me permets de faire état de cette observation récente de Lord Sumption. L'exercice du pouvoir étatique, pourvu qu'il respecte la primauté de droit, c'est-à-dire qu'il soit autorisé par la loi, est, pour dire les choses simplement et sans hyperbole, la réponse des sociétés civilisées à la crainte de l'alternative, à savoir le règne de l'arbitraire, de la violence et du despotisme. En outre, dans nos sociétés toujours plus complexes, il ne reste guère d'aspects de la vie qui ne soient pas réglementés. Mais plus les pouvoirs de l'État s'accroissent, plus les gens se méfient de la façon dont ils sont exercés. P.J. O'Rourke a un jour fameusement déclaré que donner de l'argent et de pouvoir au gouvernement, c'est comme donner du whisky et les clés de l'auto à un adolescent. Voilà pourquoi, dans les sociétés libres, nous circonscrivons de différentes manières le pouvoir de l'État. Par exemple, l'État moderne dépend dans une large mesure, en grande partie, du consentement tacite de la population, c'est-à-dire de sa légitimité auprès du public. Comme encore Lord Sumption a observé, le XXe siècle regorge d'exemples d'effondrement du gouvernement civil, même dans les États totalitaires, lorsque le consentement tacite cesse d'exister et que l'idéologie n'arrive pas à compenser cette perte de légitimité. Les institutions de l'État sont donc forcées d'agir de manière à ne pas perdre l'assentiment général de la population à l'égard de leurs processus et méthodes. Il va de soi que la légitimité est plus difficile à maintenir dans les sociétés libres, car ces sociétés se composent d'individus et de groupes dont les priorités, les opinions et les intérêts divergent, divergences que les citoyens peuvent exprimer en toute liberté. Le pouvoir de l'État doit par conséquent être exercé d'une manière propre à favoriser le pluralisme, et ce, en faisant place dans toute la mesure du possible à ces différences pour que les gens puissent vivre ensemble en paix au sein d'une seule et même collectivité. Mais cet après-midi, je souhaite vous entretenir d'une autre façon que j'ai évoquée plus tôt, de circonscrire le pouvoir de l'État. Il s'agit de séparer ce pouvoir pour éviter qu'il ne repose entre les mains d'une seule personne ou d'un seul groupe de personnes. Autrement dit, différentes fonctions correspondant à différents aspects du pouvoir étatique sont réparties parmi différents ordres ou, si vous préférez, diverses branches ou divers organes de l'État.
Dans le contexte canadien, il s'agit de la séparation des pouvoirs entre le Parlement ou les assemblées législatives provinciales, l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, le cabinet, souvent appelé génériquement la couronne, et le judiciaire. Mais en tant que concept, la séparation des pouvoirs est pour l'essentiel demeurée inconnue dans le monde juridique anglo-américain. L'analyse la plus importante du principe de la séparation des pouvoirs dans le système de gouvernement de type Westminster comme la nôtre a été réalisée non pas par un juriste britannique, mais par le philosophe français du droit, Montesquieu. Et dans les pays où le principe de la séparation des pouvoirs est connu, il a fréquemment été mis en doute et même désavoué. Comme je vais l'expliquer, cette résistance tient d'abord et avant tout au fait que ces États ont conservé un système de gouvernement de type Westminster, selon lequel, en raison du principe du gouvernement responsable, l'exécutif ou le cabinet agit également en tant que législateur et ses membres siègent également en qualité de députés. Mais j'avance que, à la fois en tant que règle de droit positif et en tant que précepte normatif régissant les rapports entre les citoyens et l'État, il existe et devrait exister une doctrine de la séparation des pouvoirs au Canada. Et j'espère pouvoir démontrer que la séparation des pouvoirs découle, premièrement, du fait que la loi constitutionnelle de 1867 précise que notre Constitution repose sur les mêmes principes que ceux de la Constitution du Royaume-Uni. Deuxièmement, de la loi constitutionnelle de 1867 elle-même, puis finalement dans notre droit positif tel qu'il a été défini par les tribunaux. Je souligne qu'en me référant au droit constitutionnel britannique et au droit constitutionnel canadien comme source pour justifier l'existence de la séparation des pouvoirs en droit constitutionnel canadien, je vais à contre-courant de l'opinion généralement admise dans ces deux traditions juridiques. En effet, comme je vais l'expliquer dans quelques minutes, Walter Bagehot au Royaume-Uni et l'éminent constitutionnaliste canadien, le regretté Peter Hogg, se dressent sur mon chemin. Le professeur Hogg, en particulier, a affirmé que notre Constitution ne prévoit pas de séparation générale des pouvoirs. Faute de ces déclarations et bien d'autres, l'opinion dominante dans les démocraties parlementaires de type Westminster, y compris le Canada, est qu'il n'existe pas de véritable séparation des pouvoirs, du moins pas entre l'exécutif et le législatif. Mais j'estime pour ma part que cette opinion est erronée, ou du moins qu'elle est devenue erronée au regard du droit positif. Notre Constitution ne fait pas qu'envisager la séparation des pouvoirs entre les trois branches de l'État, elle le requiert. Je vais donc commencer par exposer brièvement les arguments défavorables à l'existence de la séparation des pouvoirs. Je vais ensuite m'efforcer de les réfuter en examinant tout d'abord les origines de la séparation des pouvoirs dans notre Constitution, origines qui, à mon sens, se trouvent dans un principe qui a guidé l'évolution de la Constitution du Royaume-Uni. Un principe qui a été repris dans notre loi constitutionnelle de 1867. Puis, je vais expliquer le développement implicite du principe de la séparation des pouvoirs par la Cour au sein de laquelle je siège. Si je dis implicite, c'est parce que selon moi, nous avons en quelque sorte adhéré graduellement à cette doctrine, glissé vers cette doctrine. Et plutôt que de nous inspirer de ce qui constitue selon moi la véritable source de la séparation des pouvoirs dans la Constitution du Royaume-Uni, nous avons simplement commencé à tenir son existence pour acquise en nous fondant sur des concepts américains tels que la notion de branches of government, notion qui, je tiens à le préciser, n'est pas adaptée à notre système, étant donné que selon notre système de type Westminster, le gouvernement ne désigne que l'exécutif. Après avoir fait ou essayé de faire cette démonstration, je vais ensuite réfléchir aux raisons pour lesquelles nous devrions adopter cette doctrine, c'est-à-dire pourquoi nous devrions séparer le pouvoir de l'État comme nous le faisons. Commençons donc par les arguments défavorables.
Rappelons que la Constitution du Canada, telle qu'elle a été promulguée en 1867, indique que le Canada entend avoir une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. Et cette similarité repose sur deux qualités. Premièrement, une norme commune générale de souveraineté parlementaire, suivant laquelle le Parlement et au Canada, les assemblées législatives provinciales, étaient considérés comme disposant pour l'essentiel d'un pouvoir de légiférer et illimité. Ce principe a freiné le développement d'une notion de séparation des pouvoirs stricts. En 2002, dans l'arrêt Babcock, par exemple, la juge en chef McLaughlin a formulé une mise en garde expliquant qu'il faut appliquer la notion de séparation des pouvoirs en tenant compte du principe de la souveraineté du Parlement. Deuxièmement, et de façon connexe, la similarité entre les constitutions canadiennes et britanniques réside dans leur fusion des branches législatives et exécutives de l'État. En ce sens, et comme je l'ai mentionné précédemment, le professeur Hogg a fait valoir que toute séparation des pouvoirs n'aurait guère de sens dans un régime de gouvernement responsable, puisque l'exécutif, c'est-à-dire le cabinet, est en définitive le détenteur des pouvoirs législatifs délégués et que, dans les faits, le cabinet contrôle le Parlement. Citant l'arrêt rendu par la Cour suprême en 1999 dans l'affaire Wells contre Terre-Neuve, le professeur Hogg a dit « Le programme législatif de chaque session du Parlement est planifié par le cabinet et annoncé au début de la session dans le discours du trône prononcé par le gouverneur général. Le discours est rédigé par le Premier ministre. Le cabinet détermine l'ordre des travaux du Parlement et exerce généralement un contrôle étroit sur les procédures. Dans les faits, les mêmes personnes contrôlent à la fois les organes exécutifs et législatifs du gouvernement. En d'autres mots, la présence dans notre loi constitutionnelle de la déclaration portant que le Canada possède une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni indique que notre constitution a adopté le modèle de gouvernement responsable de type Westminster dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle et d'une démocratie parlementaire. Cette similarité de principes en matière de gouvernement responsable qui rattache l'exécutif et le législatif puisait à une conception de la Constitution anglaise qui était largement répandue en Angleterre. Dans son traité intitulé The English Constitution, Bagehot a qualifié de conception erronée l'idée que la Constitution anglaise assigne de façon exclusive le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires à une personne ou à un groupe de personnes en particulier, et que chaque personne ou groupe travaille de façon indépendante et ne s'ingère pas dans l'exercice par les autres de leur pouvoir. Dans les faits, Bagehot considérait que la réalité était tout autre. Le secret de l'efficacité de la Constitution anglaise, a-t-il écrit, réside, pourrait-on dire, dans l'union étroite, la fusion presque complète des pouvoirs exécutifs et législatifs. Il a poursuivi et décrit au moyen de sa célèbre métaphore le mécanisme qui opère cette fusion, le cabinet comme étant un comité conjoint, a dit-il, une sorte de boucle qui rattache la branche législative de l'État à la branche exécutive de celui-ci. Ces propos ont été repris en 1991 par la Cour d'un renvoi relatif au régime d'assistance publique du Canada à propos du rôle essentiel que joue l'exécutif dans le processus législatif dont il fait partie intégrante. Et il y a 3 ans, dans les motifs concordants qu'elle a rédigés dans l'arrêt McAssew-Cree, ma collègue, la juge Kara Katsanis, on a fait autant pour étayer son observation selon laquelle il y a un chevauchement entre les fonctions exécutives et législatives. Et on affirme au même effet qu'il y a absence de séparation des pouvoirs entre le judiciaire et les deux branches politiques que sont les législatives et l'exécutif. Notre Constitution prévoit que l'exécutif peut nommer les juges et que le Parlement peut les destituer. En outre, le Parlement et les législateurs provinciaux peuvent conférer aux tribunaux des fonctions non judiciaires et l'ont d'ailleurs fait en conférant aux tribunaux le pouvoir de leur formuler des avis consultatifs
en réponse à des questions soumises par renvoi. Malgré tout cela, nous sommes d'une certaine façon arrivés à un point où la séparation des pouvoirs est maintenant décrite par la Cour suprême comme un principe constitutionnel, et même peut-être de façon un peu trop ambitieuse, comme un principe constitutionnel établi depuis longtemps et une caractéristique essentielle de la Constitution canadienne. Alors, comment sommes-nous passés de la négation pure et simple de la séparation de pouvoirs à sa reconnaissance comme principe constitutionnel établi depuis longtemps, et même comme l'une des principes caractéristiques de notre Constitution? Et quelles sont les origines de tout cela? Permettez-moi de commencer par les origines de cette évolution. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le concept de séparation des pouvoirs n'était pas une idée nouvelle à l'époque de la Confédération. Il s'agit en effet du concept qui remonte à Aristote. Mais concentrons-nous plutôt sur la Constitution du Royaume-Uni, car après tout, c'est avec cette Constitution que celle du Canada est censée partager une similarité de principes. C'est également dans cette Constitution que le pouvoir était initialement concentré entre les mains du monarque, période qui était suivie par plusieurs siècles, au cours desquels on a assisté à une séparation institutionnelle entre les fonctions d'élaboration des lois, de l'exécution de ces lois et d'interprétation de celles-ci. Cette séparation a été animée à l'origine par le développement de la doctrine de l'application régulière de la loi, laquelle insiste pour que l'exécutif, la branche de l'État qui, dans le cours de l'exécution des lois, recourt à la contrainte contre les personnes, n'agisse de la sorte que conformément à des règles établies indépendamment de l'exécutif, c'est-à-dire uniquement en conformité avec les règles énoncées par une autre personne ou une autre institution. Cette idée est à l'origine de l'élimination par la Grande Charte de Magna Carta du pouvoir du roi de priver ses sujets de leurs droits sans qu'ils soient autorisés à le faire par une loi existante et sans qu'un tribunal ne se soit prononcé à cet égard. La clause 29 de la Magna Carta précisait « Aucun homme libre ne sera appréhendé, emprisonné, dépossédé, déclaré hors la loi, exilé ou supprimé de quelque façon que ce soit, sauf en vertu d'un jugement légitime de ses pairs, conformément aux droits du pays. » Il ne s'agissait pas, bien sûr, d'une version primitive d'une quelconque déclaration des lois, mais plutôt d'un texte qui assujettissait juridiquement la couronne au pouvoir d'autres institutions, tant sur le plan procédural que sur le plan substantiel. La couronne ne disposait plus du pouvoir de priver un homme libre de sa vie, de sa liberté ou de ses biens, sans qu'un tribunal ou les pairs de cet homme ne suivaient à son égard les règles d'application générale. Selon moi, cela nous indique que l'interprétation qui convient de donner aux droits conférés par la Magna Carta est non pas qu'ils garantissent certaines libertés, mais plutôt qu'ils garantissent le droit à un jugement par une institution indépendante, selon des procédures conçues pour séparer ce pouvoir de ceux de la couronne. Et la Magna Carta consacre cette garantie en interposant entre la couronne et le citoyen un organe décisionnel indépendant. Avant qu'un sujet ne puisse être taxé, puni ou autrement privé de ses droits, la couronne doit convaincre une autre personne ou une autre institution que le sujet en question a violé le droit du pays. Bref, par suite de la séparation des pouvoirs de l'État et de sa répartition entre diverses branches de celui-ci, la couronne ne pouvait plus désormais priver ses sujets de leurs droits que par voie de coordination institutionnelle. 4 siècles plus tard, le principe de l'application régulière de la loi sera invoqué, mais pas exactement sous ce vocable, par Sir Edward Coke, qui, se portant à la défense à la fois des tribunaux et d'une théorie émergente de la suprématie du Parlement quant au contenu des lois, insistait sur le fait que la Cour
que la couronne, c'est-à-dire l'exécutif, était soumise à la common law telle qu'elle était exprimée par le Parlement et par la coutume du royaume. C'est-à-dire que les citoyens ne pouvaient être privés de leurs droits qu'avec la participation du Parlement et des tribunaux. La Petition of Right, présentée au Parlement par Cook et par Sir John Selden, déclarait que l'exécutif ne pouvait priver une personne de ses droits que conformément aux droits applicables, un argument qui a gagné beaucoup de terrain 150 ans plus tard lors de la résistance coloniale américaine. Avec le temps, on en est venu à considérer le droit du pays, qu'il soit énoncé par le Parlement ou par les tribunaux, comme un mécanisme institutionnel et formel servant à faire contrepoids au pouvoir du roi d'arrêter ou d'emprisonner ses sujets ou de les priver de leurs droits. Le roi ne pouvait désormais porter atteinte à des droits qu'en assurant le concours d'institutions qui n'étaient pas entièrement sous son contrôle, le Parlement, les tribunaux de common law ou les jurys. Par exemple, dans l'affaire des proclamations, Cook, qui siégeait alors comme juge, affirmait que la couronne ne pouvait adopter de nouvelles lois qu'avec le consentement du Parlement. Le roi James Ier, qui, comme son malheureux fils, le roi Charles Ier, souhaitait gouverner sans Parlement, avait publié des proclamations interdisant la construction de nouveaux bâtiments à Londres et dans ses environs, et la fabrication d'amidon à partir du blé. La question qui se posait était de savoir si, comme l'affirmait avec insistance le roi, la prérogative de la couronne de gouverner était absolue. Cook a jugé que le roi ne pouvait pas légalement modifier quelque aspect de la common law ni créer quelque infraction par voie de proclamation sans l'intervention du Parlement. Bien entendu, cela ne portait que sur la séparation des pouvoirs entre les branches législatives et exécutives de l'État. Mais Cook s'est également attaché à assurer le maintien d'une séparation stricte entre l'exécutif et le judiciaire. Dans ce qui était essentiellement un conflit de compétences entre les tribunaux de common law et les tribunaux ecclésiastiques dans l'affaire des prohibitions, le roi James Ier revendiquait l'autorité de trancher le différend lui-même. Selon sa vision des choses, il était, en tant que roi, la source du droit anglais et les juges n'étaient que les délégués du roi. Et le roi pouvait soustraire à la compétence des juges les affaires qu'il désirait et les juger lui-même. Cook a toutefois insisté sur le fait que les coutumes du royaume avaient séparé ce pouvoir de ceux du roi pour le confier aux juges qui sont formés en droit. De telles affaires, dit-il, ne doivent pas être tranchées par application de la raison naturelle, mais par application de la raison artificielle et au regard du droit. Quant à la prétention du roi selon laquelle il était la source du droit anglais, Cook, tout en reconnaissant que le roi n'était pas assujetti à l'autorité des hommes, a maintenu que le roi était néanmoins assujetti à l'autorité de la loi. Peu de temps après, Cook a été élu à la Chambre des communes, où, à son instigation, le Parlement a adopté la Petition of Right, qui déclarait que les citoyens ne pouvaient être privés de leurs droits que conformément aux droits du pays, à l'application régulière de la loi ou à un jugement légitime de leur père. Chacune de ces expressions décrivait les mêmes contrepoids institutionnels au pouvoir du roi. Séparation de la fonction d'élaboration des lois, c'est-à-dire la fonction législative, et séparation de la fonction juridictionnelle, c'est-à-dire la fonction judiciaire. Évidemment, les guerres civiles anglaises du XVIIe siècle ont accéléré ce mouvement vers la suprématie du Parlement. Bien que, après le rétablissement de la monarchie, les lois adoptées pendant l'interrègne de Cromwell aient été déclarées nulles, cet interrègne a eu un impact durable, et ce, au profit du Parlement. Bien que détenant encore de puissantes et importantes prérogatives, le roi a dû reconnaître la suprématie du droit et par conséquent du Parlement.
Mais l'intérêt avait également favorisé la suprématie du Parlement par rapport aux tribunaux. Ainsi, alors que les tribunaux étaient souvent appelés à contrôler la légalité des mesures prises par l'exécutif, les lois du Parlement continuaient de n'être assujetties à aucun contrôle de la sorte. Même si les droits individuels des sujets ont bénéficié d'une reconnaissance accrue dans la Constitution britannique, grâce par exemple au Bill of Rights de 1689, peu de gens croyaient que le pouvoir de légiférer du Parlement était limité par la Constitution ou qu'il pouvait être limité par les tribunaux. Cet état des lieux décrit essentiellement en quoi consistait notre héritage constitutionnel au moment de la Confédération. Comme la loi constitutionnelle de 1867 constatait l'Union fédérale suivant une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni, on s'attendait, ce qui était d'ailleurs le cas, à ce que la structure fondamentale de l'État canadien soit basée sur le modèle de Westminster et de Whitehall. Nous y voilà. Nous avons hérité de la Constitution du Royaume-Uni un certain concept de séparation des pouvoirs, mais un concept incomplet, étant donné que le concept de séparation des pouvoirs s'est quelque peu perdu par suite de l'expansion du pouvoir législatif, qui a résulté de la subordination au cours des XVIIe et XVIIIe siècles de pouvoir exécutif au Parlement, à un point tel que, en tant que concept, la séparation des pouvoirs a été effectivement occultée du fait de l'importance que Bagehot et d'autres accordaient à la soi-disant fusion de l'exécutif et du législatif suivant le modèle de Westminster. Et pourtant, sur cette base, la Cour suprême a, d'une façon qui n'apparaît pas clairement, fait de la séparation des pouvoirs un principe constitutionnel. Et je dois avouer que, selon moi, cela s'est fait inconsciemment, ou plutôt que cela s'est produit par une sorte de glissement progressif. D'ailleurs, un élément révélateur est l'arrêt procureur général du Canada, rendu en 1989, dans lequel le juge en chef Dixon a écrit ceci. Il ne sert à rien d'insister sur la centralisation des pouvoirs qui caractérise le système de gouvernement hérité de Westminster. La possibilité que, grâce à sa majorité à la Chambre des communes, l'exécutif dicte en pratique à cette dernière la position qu'elle doit prendre ne relève pas sur le plan constitutionnel de la compétence du judiciaire. Je souligne que cet arrêt a été rendu 2 ans avant le renvoi relatif au régime d'assistance publique du Canada, dans lequel la Cour souscrivait à la métaphore de Bagehot, décrivant le cabinet comme une boucle rattachant l'exécutif et le législatif. La façon de concilier ces deux affirmations est difficile à saisir. Mais on ne devrait pas s'étonner que c'était le juge en chef Dixon qui ait accordé si peu d'importance sur le plan constitutionnel à cette métaphore de la boucle. Après tout, il avait préalablement reconnu 4 ans plus tôt dans l'arrêt Fraser contre la Commission des relations de travail dans la fonction publique, sans toutefois fournir d'explications ou citer des sources, l'existence d'une séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et cette proposition, selon laquelle la séparation des pouvoirs existe en droit canadien, a été réitérée une dizaine d'années plus tard par son successeur, le juge en chef Lamer, dans l'arrêt Cooper contre Canada. Et elle s'est vue accorder une valeur constitutionnelle en ce que le juge en chef a dit de la séparation des pouvoirs qu'elle était l'une des caractéristiques fondamentales de la Constitution, ainsi que la base de notre système constitutionnel. Plus tard la même année, dans le renvoi relatif au juge de la Cour provinciale, le juge en chef Lamer est allé plus loin encore, qualifiant la séparation de pouvoir de principe fondamental. Dans le même ordre d'idées, et ce, toujours dans le renvoi relatif au régime d'assistance publique du Canada, la Cour suprême a rejeté l'argument de la province de la Colombie-Britannique portant que, bien que le privilège parlementaire protège les procédures parlementaires internes,
la doctrine des attentes légitimes pouvait néanmoins s'appliquer à l'exécutif et l'empêcher d'élaborer et de présenter le projet de loi contesté. La rédaction et le dépôt d'un projet de loi, a dit la Cour, font partie du processus législatif dans lequel les tribunaux ne s'immiscent pas. Il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'intercaler dans le processus législatif d'autres exigences procédurales. Aucune allusion à un boucle ici, comme l'a fait observer le professeur Dwight Newman au sujet de l'arrêt rendu par la Cour suprême dans le renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale. On ne sent pas dans cette déclaration que les principes de la séparation des pouvoirs et du gouvernement responsable sont inconciliables. C'est également, je tiens à le signaler, le point de vue qu'au moins 4 et peut-être implicitement 7 juges de la Cour suprême ont adopté en 2018 dans l'affaire Mikisew Cree. En effet, dans cet arrêt, 4 juges différents ont rédigé des motifs, mais, fait important à signaler, chaque auteur a présumé que la séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel. Il s'ensuit que la séparation des pouvoirs tire ses origines de notre héritage constitutionnel britannique et qu'elle est maintenant mentionnée dans des arrêts très récents de la Cour suprême sur le sujet. Mais il est également important, selon moi, d'ajouter qu'il est possible de trouver des arguments appuyant l'existence de la séparation de pouvoirs comme caractéristique de notre Constitution dans le texte de notre loi constitutionnelle de 1867, qui établit une distinction expresse entre les différentes branches de l'État canadien. La partie 3 est intitulée « Pouvoir exécutif », la partie 4 « Pouvoir législatif » et la partie 7 est intitulée « Judicature ». Par conséquent, notre Constitution ne fait pas seulement qu'envisager la séparation des pouvoirs, elle sépare effectivement ces pouvoirs en énonçant et en mettant en place une attribution des différents pouvoirs à différentes branches. Il est donc possible que lorsqu'elle invoque, dans ces dernières années, la séparation des pouvoirs et l'élève, comme je l'ai dit, au rang de principe constitutionnel, la Cour suprême s'appuie des assises constitutionnelles plus solides dans le texte constitutionnel qu'on ne le pensait généralement. Ce qui m'amène au deuxième point que j'aimerais soulever. Non seulement que la séparation des pouvoirs existe-t-elle en droit canadien, mais c'est une bonne chose et c'est ce que pense la Cour suprême. Vu le glissement observé dans notre jurisprudence vers la reconnaissance de ce principe, j'estime que notre jurisprudence pourrait constituer un bon endroit où chercher l'attrait qu'exerce ce principe et la raison pour laquelle notre jurisprudence a glissé dans cette direction. Je pense en outre que cet attrait et ces raisons ressortent d'une autre décision un peu moins récente dans laquelle la séparation des pouvoirs a été décrite comme quelque chose de véritablement concret. Une décision qui, ironiquement, a été rédigée par la juge McLaughlin, qui, on s'en souviendra, avait précédemment mis en garde contre une doctrine de la séparation des pouvoirs trop robuste qui ferait fi de la souveraineté parlementaire. Mais dans l'opinion qu'elle a rédigée en 1993 dans l'affaire New Brunswick Broadcasting, elle a écrit ceci. Notre gouvernement démocratique comporte plusieurs branches. La couronne représentée par le gouverneur général et ses homologues provinciaux, l'organisme législatif, l'exécutif et les tribunaux. Pour assurer le fonctionnement du gouvernement, il est essentiel que tous ces composants jouent le rôle qui leur est propre. Il est également essentiel qu'aucune de ces branches n'outrepasse ses limites et que chacune respecte de façon appropriée le domaine légitime de compétence de l'autre. Donc, chaque branche de l'État, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, doit, pour reprendre la formule de la juge McLaughlin, jouer le rôle qui lui est propre, ne pas outrepasser ses limites et respecter de façon appropriée le domaine légitime de compétence des autres ordres.
Il ressort implicitement de ces propos une considération d'ordre normatif portant que, pour assurer le fonctionnement du gouvernement et pour préserver une démocratie constitutionnelle, il faut maintenir l'équilibre nécessaire pour que chaque branche respecte sa sphère de compétences, de sorte qu'aucune d'entre elles, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, ne puisse s'arroger un pouvoir légitimement attribué à un autre. On pourrait objecter que, compte tenu de la Charte des droits et libertés et du fait qu'elle a introduit dans notre ordre juridique le contrôle judiciaire des mesures prises par l'exécutif et de la constitutionnalité des lois, ces rôles ne sont plus aussi étanches et que, de fait, les réalités de la gouvernance constitutionnelle supposent un certain degré de chevauchement. En raison des conventions relatives au gouvernement responsable, les membres de l'exécutif agissent presque toujours comme législateurs. De plus, l'analyse des droits garantis par la Charte, telle qu'elle a été élaborée par la Cour suprême, fait en sorte que le pouvoir judiciaire est de plus en plus appelé à exercer un rôle qui était, du moins jusqu'en 1982, strictement l'apanage du législateur, c'est-à-dire assurer l'équilibre entre les effets bénéfiques des politiques d'intérêt général et les effets indésirables de la limitation des droits. Mais la Cour a plus récemment énoncé une conception très formelle de notre ordre constitutionnel, indiquant notamment qu'une partie de cet ordre promulgué dans la loi constitutionnelle de 1867 requiert une nette démarcation d'abord entre l'activité exécutive et l'activité législative, même si ces limites sont parfois franchies par convention, puis entre l'activité législative et l'activité judiciaire, même si, depuis l'édiction de la Charte, la ligne qui séparait nettement ces deux domaines d'activité est devenue un peu floue. Ainsi, dans l'arrêt Vrind, rendu en 1998, la Cour a souligné en ces termes l'importance pour les tribunaux de respecter des fonctions du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les tribunaux n'ont pas, pour accomplir leurs fonctions, à se substituer après coup au législateur ou au gouvernement. Ils ne doivent pas passer de jugement de valeur sur ce qu'ils considèrent comme les politiques à adopter. Cette tâche appartient aux autres organes de gouvernement. Il incombe plutôt aux tribunaux de faire respecter la Constitution et c'est la Constitution elle-même qui leur confère expressément ce rôle. Toutefois, il est tout aussi important pour les tribunaux de respecter eux-mêmes les fonctions du pouvoir législatif et de l'exécutif que de veiller au respect pour ces pouvoirs de leur rôle respectif et de celui des tribunaux. Ce raisonnement ressort implicitement d'autres décisions de la Cour, dont très récemment celle rendue en 2018 dans l'affaire Highwood Congregation contre Wall, qui portait sur la justiciabilité et sur la nécessaire déférence dont doivent faire montre les tribunaux. En outre, dans le renvoi relatif au régime d'assistance publique du Canada, la Cour a déclaré que, bien que le Parlement lui ait demandé, dans une question formulée dans le cadre d'un renvoi, d'examiner une question basée largement sur les politiques d'intérêt général, elle devait veiller surtout à conserver le rôle qui lui revient dans le cadre constitutionnel de notre forme démocratique du gouvernement. De plus, dans le renvoi relatif à la sécession du Québec, bien qu'elle ait rejeté l'argument voulant que la séparation des pouvoirs fasse obstacle, dans le cadre de renvoi à la formulation de questions amenant les tribunaux à donner des avis consultatifs, la Cour a rassuré les parties en leur disant qu'elle refuserait de répondre à une question dans les cas où, en le faisant, elle outrepasserait ce qu'elle estime être le rôle qui lui revient, ou lorsqu'elle ne pourrait pas donner une réponse relevant de son champ d'expertise. Ça veut dire l'interprétation du droit. Il s'agit là d'un thème familier. On retrouve dans des affaires portant, par exemple, sur le privilège parlementaire,
et la prérogative royale se soucient de maintenir l'équilibre entre les différentes branches de l'État en s'assurant que chacune d'elles respecte les limites de sa sphère des compétences. Dans ces affaires, comme au Canada contre Wade, par exemple, la Cour suprême s'est déclarée compétente pour se prononcer sur l'existence et la portée du privilège ou de la prérogative, mais non sur le contrôle de leur exercice, une fois que leur existence et leur portée ont été définies. La force normative de cette assise de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire encore une fois maintenir l'équilibre entre les différentes branches de l'État en s'assurant que chacune d'elles respecte les limites de sa sphère de compétences, apparaît selon moi clairement si l'on considère le droit criminel, que l'on pense par exemple à la reine contre Nur, dans laquelle la Cour suprême a décidé que les peines minimales obligatoires pour la possession sans autorisation d'une arme à feu prohibée contrevenaient aux droits garantis par la Charte à la protection contre tous traitements ou peines cruelles et inusitées. Ce faisant, la Cour a refusé de prendre en considération l'argument de la Couronne portant que le pouvoir discrétionnaire dont dispose le ministère public en matière de poursuite permettait en faire en sorte que des délits mineurs qui pourraient par ailleurs satisfaire aux éléments constitutifs de l'infraction ne donnent pas lieu à des poursuites. Le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite appartient au ministère public et non au juge. Or, comme la doctrine de la séparation des pouvoirs est encore une œuvre inachevée, je pense qu'il faut se poser la question suivante. Si le maintien de l'équilibre entre les différentes branches de l'État est la justification avancée par la Cour pour expliquer la séparation des pouvoirs, est-ce que c'est une justification satisfaisante? Selon moi, pas entièrement. Bien que je convienne qu'il est bon que chaque branche de l'État demeure dans son orbite, qu'elle respecte les limites de sa sphère de compétences, rappelez-vous que j'ai présenté la séparation des pouvoirs cet après-midi comme un contrepoids, non pas au pouvoir de l'une ou l'autre branche de l'État, mais comme un contrepoids au pouvoir de l'État, bien que la Cour ait décrit avec précision un effet de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire le fait qu'elle assure un certain équilibre entre les différentes branches de l'État et aussi le fonctionnement de l'État. Il ne faut pas confondre ces effets de la séparation de pouvoir avec son objectif, lequel consiste à faire en sorte, en veillant à ce que chaque branche de l'État fasse contrepoids aux autres, que ceux qui exercent le pouvoir de l'État ne puissent agir de façon concertée pour s'arroger collectivement ce pouvoir. Bref, l'objectif ne consiste pas à organiser le pouvoir de l'État de façon ordonnée, mais plutôt de le circonscrire pour empêcher qu'il soit exercé de manière concertée. Un dernier mot en terminant. Lorsque je plaide en faveur d'une doctrine de la séparation des pouvoirs, je n'agis pas en tant qu'apologiste de quelque titulaire de ces pouvoirs, le législatif, l'exécutif ou le judiciaire. La meilleure approche que peut adopter le juge est d'ailleurs l'avocat ou le citoyen ordinaire, l'approche la plus susceptible de perpétuer le dosage d'ordre et des libertés qui caractérise l'histoire du Canada consiste à faire montre d'un scepticisme modéré et tempéré relativement à la façon dont le pouvoir est exercé par toutes les branches de l'État, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. En conséquence, même s'il faut certes se garder de croire naïvement que les législateurs ou l'exécutif savent toujours établir le bon dosage d'ordre et de liberté, gardons-nous de toute naïveté. Merci beaucoup de votre attention. J'étais en sourdine. Merci infiniment, Monsieur le juge. J'imagine que les gens ont le cerveau qui fonctionne en ce moment et qui vont vous poser des questions. Sinon, j'en aurai certainement une à vous poser. Je vous remercie beaucoup.
Et je me tourne maintenant vers le professeur Dwight Newman, qui a la tâche délicate de répondre à nul autre qu'un juge de la Cour suprême. Alors, le professeur Newman est à la fois professeur de droit et avocat. En tant que boursier Rhodes, il a complété un doctorat en philosophie du droit à Oxford. Il enseigne depuis 2005 à la faculté de droit de l'Université de la Saskatchewan. Il y est titulaire depuis 2013 d'une chaire de recherche du Canada sur les droits des peuples autochtones en droit constitutionnel et en droit international. En tant qu'avocat, il est membre des barreaux de l'Ontario et de la Saskatchewan. Le rayonnement pédagogique du professeur Newman dépasse les frontières de la Saskatchewan car il a également enseigné à différents titres à McGill, Osgoode Hall et Oxford. Au cours de l'année 2015-2016, il a été James Madison Visiting Fellow à l'Université de Princeton. Et au cours du second trimestre de l'année 2016-2017, on l'a dit, il a été professeur invité chez nous à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et a été le Herbert Smith Free Hills Visitor à l'Université de Cambridge. En 2017, il est devenu membre du Collège de la Société royale du Canada. Lire la liste des publications du professeur Newman est toujours pour moi une plongée dans le monde de la dépression nerveuse. En effet, il a publié près d'une centaine d'articles ou de chapitres de livres et 10 ouvrages portant sur les droits des peuples autochtones, le droit relatif aux ressources naturelles, le droit constitutionnel et la théorie du droit. Ces écrits sont cités aussi bien par la Cour suprême du Canada que lors de plaidoiries devant la Cour suprême des États-Unis. Mais de mon point de vue, ce qui le distingue de presque tous les autres constitutionnalistes du Canada anglais, c'est l'importance qu'il accorde à ce qui s'écrit ici, en anglais, mais également en français. C'est assez rare, il faut bien le souligner. Je pourrais continuer à décrire longuement le caractère exceptionnel de sa carrière, de son engagement dans le débat public. Je pourrais parler du grand nombre de conférences qu'il a prononcées à travers le monde, parce que justement, il a voyagé dans plus de 70 pays. Je m'en tiendrai à une seule chose dont je peux témoigner personnellement, c'est sa grande générosité intellectuelle, l'indubitable plaisir qu'il manifeste lorsqu'il engage le débat avec autrui et sa capacité à marier les aspects les plus techniques du droit avec la profondeur de celui qui s'est interrogé sur les fondements philosophiques de sa discipline. J'en ai dit assez pour, je l'espère, vous avoir convaincu de la chance que nous avons de l'entendre aujourd'hui. Professeur Newman. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec vous et de répondre à Monsieur le juge Brown sous les auspices de la conférence annuelle Chevrette-Marx en droit constitutionnel de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Je remercie Jean-Leclerc et Henry Rougeau pour l'invitation et Monsieur le juge Brown pour ses remarques bien fort intéressantes. C'est un honneur d'essayer de répondre à un discours vraiment riche d'idées et de recherche. En répondant aux remarques importantes et profondément fondées de Monsieur le juge Brown, j'aimerais soulever 3 thèmes. Je parlerai premièrement de l'invitation dans ces remarques à une rencontre scolaire agrandie avec les bases historiques de notre droit. Je parlerai deuxièmement d'une lecture agrandie de certaines provisions de la loi constitutionnelle de 1867 en essayant d'adopter une vision constitutionnelle qui embrasse la structure de la loi constitutionnelle et certains fondements qui concernent les identités plus complexes au Canada. Et je parlerai troisièmement des défis au cours pour les théories qui essaient de diviser et séparer les pouvoirs publics au Canada aujourd'hui. Espérons que nous puissions appuyer la vision de Monsieur le juge Brown en faisant face à ces défis. J'admire profondément la vision que Monsieur le juge Brown nous offre. C'est une vision avec des fondements historiques profonds. Une constitution qui repose sur les mêmes principes que ceux de la Constitution du Royaume-Uni
repose ultimement sur les valeurs qu'exprime la grande charte de Magna Carta. Monsieur le juge Brown nous offre une lecture subtile de la Magna Carta en comprenant que la Magna Carta consacre les garanties qui ne concernent pas exactement des libertés dans un sens moderne, mais plutôt des institutions et des principes pour diviser le pouvoir de l'État. Avec son engagement historique, Monsieur le juge Brown nous invite effectivement à une tâche d'engagement historique, à des questions scolaires qui échappent souvent notre attention moderne. Une attention moderne distraite toujours par divers phénomènes quotidiens. Mais il faut travailler pour comprendre mieux des instruments légaux historiques et ses idées. Même si Monsieur le juge Brown discute un nombre de tels instruments historiques, je reposerai pour un instant sur la Magna Carta. J'aimerais dire simplement qu'un effort à la compréhension de cet instrument nous immerge dans une théorie politique pré-moderne, mais en même temps tellement moderne. En 1215, de quoi consistait la théorie politique en Angleterre? Je pourrais dire au professeur, posez cette question aux étudiants de votre classe et vous ne recevrez pas beaucoup de réponses. On aura peut-être un moment de silence. Ce sont des choses qui méritent une attention nouvelle. Et ici, on pourrait parler, par exemple, des idées de John of Salisbury, exprimées dans son livre Le Polycraticus en 1159. Il écrit des idées pré-modernes, mais ces idées englobent la possibilité de tyrannicide contre un prince qui devient tyran. C'est une idée plus moderne qu'on aurait attendu d'un débat public de 1159. D'autres idées au courant en 1215 sont venues de la France, particulièrement avec l'arrivée en Angleterre d'un certain Étienne Langton, aussi connu comme Stephen Langton, archevêque de Canterbury dès 1207, qui portait les idées de l'Université de Paris. Il avait étudié là pendant des décennies précédentes, en participant aux discussions théologiques des limites politiques nécessaires contre les pouvoirs d'un roi. Archevêque Langton aurait un rôle complexe envers la Magna Carta, avec certaines preuves qui suggèrent sa participation même à la rédaction de la Magna Carta. Les idées qu'il a apportées de Paris, n'étaient pas modernes, mais en même temps, ces idées de limiter le pouvoir, les idées des implications de la théologie pour la résistance au pouvoir absolu sont profondément modernes. On a des courants intellectuels à redécouvrir. Le rôle au Magna Carta des idées de Paris souligne le phénomène des interactions entre les traditions anglaises et françaises. Avec ma deuxième thème, je n'aimerais pas simplement souligner telles interactions entre les cultures anglaises et françaises, mais aussi les soulever. Monsieur le juge Brown parle correctement du rôle de Montesquieu aux idées de la séparation des pouvoirs. On pourrait ajouter aussi certaines références au rôle des Québécois et Québécoises envers la loi constitutionnelle de 1867. C'est vrai que le préambule de la loi constitutionnelle parle d'une constitution qui repose sur les mêmes principes que ceux de la constitution du Royaume-Uni. Certaines conséquences suivent proprement de ce fait. Mais en même temps, c'est vrai que le préambule
nous dit un peu d'une blague. La même constitution qui repose sur les mêmes principes que ceux de la constitution du Royaume-Uni ne divise pas le pouvoir public simplement avec une séparation entre l'exécutif, la législature et la judiciaire, mais aussi géographiquement et entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces. La vision de John A. Macdonald devait céder à la vision aussi de George Étienne Cartier, et les principes anglais sont en équilibre avec les réalités d'un Canada avec les faits des identités plus complexes. Comme écrit la Cour aux alinéas 56 à 57 de la renvoi relative à la sécession du Québec, la Cour dit, dans un système fédéral de gouvernement comme le nôtre, le pouvoir politique est partagé entre deux ordres de gouvernement, le gouvernement fédéral d'une part et les provinces de l'autre. Dans le renvoi relatif au rapatriement, aux pages 905 à 909, nous avons confirmé que le principe du fédéralisme emprunte les systèmes politiques et juridiques du Canada. Ainsi, les juges Martin et Ritchie, dissidents dans le renvoi relatif au rapatriement à la page 821, ont considéré que le fédéralisme était le principe dominant du droit constitutionnel canadien. Un tel principe ne vient pas des principes de la Constitution du Royaume-Uni. C'est un principe inconnu au droit de l'Angleterre, mais c'est inscrit partout dans la loi constitutionnelle de 1867. Veuillez considérer particulièrement l'article 94, la reconnaissance implicite du droit civil du Québec garantie plus explicitement par l'Acte de Québec de 1774. Cet article fonde le raisonnement du grand arrêt Citizens Insurance contre Parsons parmi les jugements les plus importants envers la division du pouvoir public, alors dans le sens de la répartition des pouvoirs. Cet arrêt demande une lecture vraiment holistique de la Constitution, en contexte des modifications mutuelles des pouvoirs du gouvernement fédéral et provincial. Dans cette demande de la lecture holistique, on pourrait trouver beaucoup plus. La séparation des pouvoirs au Royaume-Uni n'était jamais aussi rigoureuse qu'aux États-Unis. Y a-t-il des raisons pour les complexités au Royaume-Uni ou au Canada? Possiblement. On envisionne au Canada des divisions complexes dans un système de fédéralisme avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, mais aussi les gouvernements autochtones reconnus aujourd'hui. On doit respecter le principe de diviser le pouvoir absolu, mais on verra que c'est avec une division plus complexe. Pourquoi on demande est-ce que je parle de la répartition des pouvoirs quand la conférence aujourd'hui est à propos de la séparation des pouvoirs? C'est à cause d'une incertitude. La vision de M. le juge Brown est vraiment convaincante. Mais y a-t-il des risques avec l'adoption proposée d'une séparation des pouvoirs plus puissante? Est-ce qu'une attention à la séparation de pouvoirs réduit l'attention à la répartition des pouvoirs? Je dirais pour moi que non, mais certains auront peut-être une réaction comme ça.
et il y aurait peut-être d'autres risques. Dans un certain sens, il y a une harmonie entre les principes de la séparation des pouvoirs et la répartition des pouvoirs. Les deux limitent le pouvoir absolu. Mais veuillez considérer encore les mots de la renvoi relatif à l'association de Québec à l'alinéa 59. Ici, le cours dit: le principe du fédéralisme facilite la poursuite d'objectifs collectifs par des minorités culturelles ou linguistiques qui constituent la majorité dans une province donnée. End quote. La répartition des pouvoirs nécessite-t-elle un pouvoir significatif au niveau provincial pour achever ses buts? Il faut toujours équilibrer entre diverses considérations. Je suis totalement d'accord avec le commentaire de M. le juge Brown à propos de la séparation des pouvoirs. Et ses actions personnelles comme juge à propos de le fédéralisme sont en accord avec une vision d'un rôle important de le fédéralisme à contraindre le pouvoir absolu, mais en même temps faciliter la poursuite des buts collectifs. Mais il faut qu'une vision équilibrée triomphe et il y a même certains risques dans la discussion à cause de la réaction qu'on pourrait voir d'autres juges. Pour ma troisième thème, Monsieur le juge Brown parle d'un verre dans un certain sens à moitié plein. Mais on peut parler aussi d'un verre à moitié vide. On peut parler aussi des défis pour la théorie de la séparation des pouvoirs au cours canadien maintenant. Le même arrêt, qui a 4 juges en faveur définitivement de la séparation des pouvoirs, mais qui s'écrit de 2018, manifeste aussi l'opposition au même semblant de 5 juges de la Cour. C'est compliqué avec certains des juges, mais dans certains sens, c'est la division qui règne aujourd'hui à la Cour suprême en ce qui concerne ce qui constitue le droit même. On voit aujourd'hui des divisions profondes envers le rôle de la Cour, à la Cour. En 2017, on avait l'unanimité aux questions complexes de la couronne dans les arrêts Chippewas of the Thames First Nation et Hameau de Clyde River. Et la restauration de la couronne comme sujet important pour des études recommencer, tout semblait bien. Mais en 2018, en Mikisew Cree First Nation, on voyait une grande rupture entre les juges prêts à offrir la certitude et les juges prêts à créer une incertitude délibérée envers la possibilité des contraintes futures imposées sur la législature par la Cour envers les procédures législatives. En 2021, on voyait l'arrêt de la City de Toronto contre Ontario, procureur général, où on avait une division entre 5 juges prêts à éviter l'écriture de nouvelles normes non écrites, une telle phrase, pour régler les législatures et 4 juges qui étaient prêts à écrire telle norme. On a des questions de ce qui est le droit maintenant, ce qui est la nature du droit. Une conséquence importante de la séparation des pouvoirs est un principe que ce n'est pas pour les juges d'écrire les termes de la législation. Pour un essai magnifique à propos de ce thème, veuillez voir celui de Madame le professeur Danielle Pinard de l'Université de Montréal
dans la collection rédigée de Patrick Taillon, Eugénie Breuer et Amélie Bennett. Mais il reste encore une telle tentation pour les juges. À part de la position dissidente dans l'arrêt de City de Toronto de notre année, va y avoir un arrêt comme Jarvis de 2019 où six juges entre 9 ont utilisé la jurisprudence de la Charte pour effectivement élaborer le sens d'une définition dans un statut, dans la loi, au lieu de rester sur l'interprétation des mots du Parlement. C'est dans un arrêt où les faits ont été évidemment sympathiques pour essayer d'une telle interprétation. Mon collègue Michael Plaxton a écrit bien des problèmes avec cet arrêt et avec les méthodes de raisonnement qui ont posé une tentation. Je dirais que je crois que le monsieur le juge Brown a été sur le côté juste de chacune de ces choses que j'ai mentionnées, mais c'est compliqué dans le cours maintenant. Il y a des défis pour la séparation des pouvoirs parce que les juges, quelquefois, au lieu des tâches de l'interprétation prudente et soigneuse, sont prêts quelquefois à créer des nouveaux normes, guidés par des choses bien motivées, mais possiblement pas bien contraintes. On pourrait parler de l'arrêt Nevson contre Area, où on voit un juge qui invoque l'esprit de la phénix qui est né dans des cendres de la Deuxième Guerre mondiale et qui a lancé la lutte mondiale contre les violations des droits de la personne. Une écriture métaphorique, évidemment, une phrase poétique même, mais quelque chose qui manifeste une situation ou une incertitude concernant la relation complexe avec les limites au pouvoir judiciaire nécessaires pour éviter légiférer, pour maintenir la séparation entre le judiciaire et la législature. Et on pourrait citer d'autres exemples, mais il y a des questions concernant la situation des cours canadiens où on a certaines incertitudes envers les prospects de la séparation des pouvoirs. Monsieur le juge Brown nous offre une grande vision ici aujourd'hui, comme j'ai dit. Il demande une nouvelle attention à nos relations historiques dans divers contextes du droit. Il souligne l'importance et la justification de la séparation des pouvoirs comme l'une des méthodes de limiter le pouvoir absolu de l'État. Et c'est quelque chose de vraiment important de dire, que c'est une valeur qui justifie la séparation des pouvoirs. Et il nous montre un verre à moitié plein, parce que c'est un verre à moitié plein. Mais c'est aussi avec un cours, et c'est un cours prêt peut-être à utiliser la séparation des pouvoirs pour limiter le pouvoir absolu. Mais il faut aussi que nous essayions, que nous offrions l'appui dans ce mouvement pour la séparation des pouvoirs avec la réalité des défis qui restent, des incertitudes concernant l'attitude des autres juges de la Cour. Et
c'est une occasion pour plus de travail par tout le monde, plus de recherche scolaire, plus d'efforts avec des oreilles, mais un effort qui a la possibilité d'appuyer une contrainte au pouvoir absolu. Quelque chose reconnu, même au 1215, et qui peut être reconnu encore au 2021. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Newman, pour cette vraiment très stimulante réflexion. Nous voilà maintenant arrivés à notre période d'échange avec nos conférenciers. Mais avant de se faire, je voudrais demander juste à M. Brown si vous vouliez vous prévaloir d'un droit de réplique aux commentaires du professeur Newman, ou si vous préférez que nous débutions tout de suite là, les échanges là, avec les participants de la conférence. On ne vous entend pas de... Après 18 mois. Seulement un mot bref. Premièrement, je tiens à remercier le professeur Newman pour ses remarques généreuses. Personne n'a jamais m'accusé d'être indûment optimiste. Et je pense que nous n'avons pas comme cours, comme culture judiciaire dans le pays avant encore apprécié les pleines implications de la doctrine de la séparation des pouvoirs. Et c'est peut-être pourquoi on voit les jugements comme Mikisew Cree, où il y avait de divisions très profondes, pas sur l'existence, mais sur ce que la doctrine a exigé de nous. Alors, je suis d'accord, il y a des défis encore, mais ça ne veut pas dire que la doctrine n'existe pas. Il existe, j'en suis convaincu, mais peut-être c'est la doctrine qui est un verre moitié plein, moitié vide. Merci, Monsieur le juge. Alors, je vais, chers participants, chères participantes, je vous invite, là, si vous en avez, à rédiger vos questions dans l'espace questions-réponses qui doit se trouver au bas de votre écran. Je vois d'ailleurs qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui se sont déjà prévalus de cette option. On pourrait directement aller aux questions, mais juste avant, je me rappelle que mon collègue Jean Leclerc avait, au terme de la locution de M. Brown, indiqué qu'il avait déjà une question, peut-être Madame la doyenne aussi, ou préférez-vous que que je débute avec les questions des membres des participants? Jean? Moi, personnellement, je ne sais pas pour la doyenne, mais moi, je donne la parole. Très bien. Oui. Oui. France? Oui, d'accord. Bon, mais, alors, très bien. Alors, oui, donc, si vous permettez, donc, il y a une première question de M. Mario Saint-Pierre qui va comme suit.
elle a été rédigée durant l'allocution de M. Brown, mais je pense qu'elle est tout aussi adressée là, au professeur Newman. La question va comme suit. Il existe aussi une confusion entre les fonctions judiciaires et exécutives, comme l'illustre l'existence des tribunaux administratifs. Donc, suivant, monsieur le juge, votre vision de la séparation des pouvoirs, ces tribunaux devraient-ils plutôt relever de l'ordre judiciaire? Ça m'amène à les vieilles guerres qui nous ont mené à l'affaire de Vavilov il y a 2 ans. Et je ne veux pas faire beaucoup de commentaires au sujet de ça, mais je vais ajouter quelque chose. Ce n'est pas seulement peut-être une confusion, mais si c'est une confusion, ce n'est pas seulement entre les fonctions judiciaires et exécutives, parce que les tribunaux administratifs sont les créatures du Parlement et des assemblées législatives. Et c'est pour ça qu'on, dans la cause de Vavilov, nous avons écrit que pour trouver un équilibre entre la primauté de droit, mais l'attention de législateur aussi. C'était une question de pouvoir législatif, selon nous. Et ça, c'est probablement tout ce que je peux dire en réponse à cette très bonne question. Monsieur Newman, ou je peux... oui, allez-y. OK, c'est une question très compliquée parce que ça embrasse des questions de droit administratif vraiment compliquées avec l'arrêt Vavilov. Je dirais 2 choses simplement. Que premièrement, il y a certains académiques principalement qui montrent quelquefois un avis que c'est nécessaire, ça soit nécessaire de reconnaître une 4e branche, quelque chose comme ça, pour l'État administratif. Je ne partage pas cet avis, mais l'avis existe. Et il y a certains tribunaux administratifs, pas exactement tribunaux administratifs, mais création administrative qui soulève quelque chose un peu comme ça, quelque chose délégué de la législature, mais délégué comme une création très indépendante, quelque chose comme une banque centrale. On a des questions, comment peut-on le décrire effectivement avec une théorie de la séparation des pouvoirs? Et je recommande fortement un livre de Paul Tucker, Unelected Power, qui est sur la question de la justification d'une banque centrale comme quelque chose vraiment indépendant. Et il examine sa place dans une théorie de la séparation des pouvoirs. C'est très intéressant, mais ça soulève des questions qu'on ne peut pas adresser suffisamment cet après-midi. Merci, M. Newman. Les 2 prochaines questions, si vous le permettez, là, je pourrais les résumer et paraphraser un peu. Là, question de pouvoir bien coordonner le tout là, dans le cadre de cet échange. D'abord, il y a Mme Louise-Hélène Sénécal et M. Jean-Loup Lalonde qui posent, je pense, 2 questions qui, à mon avis, font référence à un thème commun. Et je pense que ces 2 questions sont aussi adressées à nos 2 conférenciers. D'abord, dans un cas,
on fait référence aux organismes administratifs qui, pour plusieurs, exercent de par leur loi constitutive différentes fonctions en lien avec la séparation des pouvoirs, que ce soit l'adoption de règlements, évidemment l'adjudication, la fonction juridictionnelle, l'administration, l'application des normes de conduite. Par ailleurs, Monsieur Lalonde souligne les clauses Henri VIII, hein, dont, messieurs les conférenciers, vous êtes bien familiers, n'est-ce pas, c'est-à-dire des dispositions législatives qui confèrent à l'exécutif le pouvoir, en d'autres termes, de légiférer. Donc, en lien avec ces deux questions, comment et où peut-être tracer la ligne entre les interactions et voir peut-être les empiètements je fais attention à ce que je dis, monsieur le juge Brown, je n'utiliserai pas le mot branche du gouvernement, mais entre un pouvoir vis-à-vis des deux autres pouvoirs. Je ne veux pas esquiver chaque question, mais je dois être prudent. Cet sujet était devant nous dans la cause de renvoi relative à la loi sur la tarification de la pollution. Et rappelez-vous que la juge Côté a écrit directement à cette question. Et j'étais plus ou moins en accord avec ce qu'elle a écrit, mais je pense et j'espère que cette question va se poser à nous un jour dans une cause où il faut le décider pour juger l'affaire en toute justice. Qu'est-ce que je peux dire? Évidemment, c'est un parmi les défis que le professeur Newman a identifié pour une doctrine forte et cohérente dans le Canada. Quel est le statut des clauses Henri VIII ou des lois où les agences sont constituées, sont donnés le pouvoir d'adopter des règlements eux-mêmes. C'est une question importante parce que c'est la façon des choses qu'on dit en anglais. It's the way of things. C'est un... Je ne veux pas dire trop. C'est un défi. Monsieur Newman, avez-vous des réflexions c'est à vous, Dwight. Oui, à nous offrir concernant peut-être cette ligne à tracer, vu que vous n'avez pas... je n'ai aucune solution. Vous n'avez pas les mêmes fonctions que notre conférencier. Je n'ai aucune solution à cette question, mais j'ajouterai simplement que l'arrêt de la tarification à propos de greenhouse gases, je ne sais pas le mot en français, je suis désolé, mais le carbon tax case. Oui. On a eu beaucoup de discussions là-bas. La Cour suprême a évité pour la plupart la question, sauf pour l'avis du juge, de Madame le juge Côté. Mais on a beaucoup de recherches à cette question parmi les mémoires à la Cour suprême, mais aussi aux cours d'appel qui ont entendu la cause. Et
c'est une ressource pour tout le monde à utiliser et c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut avoir, qu'on puisse avoir aujourd'hui, une recherche, une tâche scolaire pour des années prochaines de rechercher les dispositions dites Henri VIII. Il y a beaucoup d'opportunités pour des constitutionnalistes d'offrir de plus de recherches sur cette question pour assister les juges à l'avenir quand ils feront face à cette question. Merci. Merci, M. Newman. Je me dirige vers la prochaine intervention de mon collègue d'Outre-mer, Léonide Sirota. Sa question est proche de mes propres champs de recherche et va comme suit. Si les principes constitutionnels, dont la séparation des pouvoirs fait partie, ne peuvent jamais être invoqués pour invalider une loi, alors la séparation des pouvoirs peut-elle vraiment servir à limiter le pouvoir de l'État, je le comprends, c'est-à-dire le pouvoir du gouvernement, plutôt qu'à simplement répartir et aménager son exercice? Donc, peut-être cette fois-ci, je peux commencer tout de suite avec vous, Dwight. Un principe constitutionnel peut guider l'interprétation d'autres questions avec une lecture holistique d'autres parties de la Constitution. Et alors, il y a la possibilité qu'un principe peut limiter le pouvoir de l'État, même sans avoir la possibilité qu'un principe constitutionnel elle-même d'être invoqué comme principe. C'est ce que je dirais simplement, mais c'est évidemment une question plus profonde et Henry aurait des idées à propos de cette question. Il a écrit beaucoup à propos des principes constitutionnels. Alors, c'est intéressant qu'il passe la parole, même quand il aurait quelque chose à dire. Ben, en fait, j'ai écrit en effet sur le sujet, mais je me rends compte que la majorité de la Cour n'a pas retenu mes idées dans l'arrêt City of Toronto. Alors, je vais dans ce cas-là passer le micro à Monsieur le juge Brown s'il veut intervenir ou commenter sur le sujet. J'ajouterais seulement que il est important d'ajouter que, comme j'ai dit déjà, la séparation des pouvoirs est caractéristique de notre Constitution dans le texte de la loi constitutionnelle de 1867. C'est le texte de la Constitution qui établit une séparation des pouvoirs entre le domaine législatif, exécutif et le judiciaire. Comme le fédéralisme, un autre principe dont le professeur Newman en parlait ce soir, ces principes sont importants, mais ils sont basés dans le texte de la Constitution et c'est le texte de la Constitution qui gouverne. Très bien, merci, monsieur le juge. Donc, si vous avez d'autres questions ou interventions, n'hésitez pas. Donc, pendant que vous y pensez, là, je vais en profiter justement pour poser ma question à nos deux conférenciers. Comme M. Brown l'a évoqué souvent, lorsque nous débutons une discussion sur la séparation des pouvoirs, nous commençons avec Montesquieu. Or,
les idées de Montesquieu ont eu une influence beaucoup plus grande, je crois, au sud de la frontière aux États-Unis, si on lit notamment le Fédéraliste, hein, où il est cité explicitement. Donc, ce qui a produit le système de séparation des pouvoirs qu'on connaît aux États-Unis. Pour utiliser l'image du professeur Dwight Newman, si on regarde dans la perspective canadienne du verre à moitié plein ou à moitié vide, y a-t-il des caractéristiques d'intérêt du système de séparation des pouvoirs des États-Unis qui mériterait davantage notre attention là, au Canada en tentant peut-être de remplir un peu davantage ce verre-là. M. Brown ou M. Newman, là, à votre convenance. Dwight, qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué parce qu'il y a évidemment des choses à l'expérience américaine qui ne sont pas toujours quelque chose qu'on aimerait émuler. Mais en même temps, l'un des avantages de la séparation aux États-Unis profonde, c'est l'occasion pour la démocratie, pour l'indépendance des membres des partis, des choses comme ça, qui arrivent avec l'indépendance de l'exécutif de la législature dans certains sens qui n'existe pas au même sens au Canada. Pour achever ces avantages, je ne sais pas exactement comment le faire, mais on pourrait examiner divers systèmes pour essayer d'achever plus d'indépendance pour les membres du Parlement des chefs, par exemple. Et on aurait peut-être une démocratie plus dynamique. Ça me frappe comme un avantage de le système américain qu'il serait intéressant à essayer d'émuler un peu, même en respectant des différences au Canada. Je n'ai pas beaucoup à ajouter, mais peut-être quelque chose d'intéressant. Je trouve le travail de professeur Michael McConnell à Stanford au sujet de Montesquieu et l'héritage américain très intéressant. Et ça vaut bien le lire. Je prends des notes en même temps. Donc, je vois en même temps aussi que le temps file et je propose dans ce cas-là de peut-être donner le dernier mot dans cette période d'échange à mon collègue Jean Leclerc. Peut-être, est-ce que la doyenne aurait une question à poser, elle? Non? OK. Écoutez, je permettrai de faire un commentaire final, peut-être qui terminera par une question. C'est que, premièrement, j'ai beaucoup aimé le fait que Dwight Newman, avec courage, ait soulevé la question de l'autolimitation du pouvoir des juges par les juges eux-mêmes. Autrement dit, dans la séparation des pouvoirs, il y a toute la question de la limite auquel s'astreignent les juges eux-mêmes. Ça pose la question de savoir justement jusqu'où eux ils sont prêts à légiférer ou non au moyen des mécanismes qui leur sont accordés. Et j'ai beaucoup aimé l'approche du juge Russell, l'idée justement de Magna Carta, pas simplement comme
la représentation d'un document aux allures modernes où on défend les droits subjectifs, mais plutôt comme instrument plutôt pré-moderne où ce qu'on cherche à établir, c'est plutôt la collaboration entre différentes institutions de pouvoir afin d'éviter que l'une d'entre elles le monopolise. Et c'est une perspective qui est encore pertinente parce que c'est une perspective libérale, c'est une perspective de division de pouvoir en différentes instances, mais ce n'est pas une perspective démocratique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la séparation des pouvoirs, c'est aussi d'assurer une voix à des personnes qui, à l'époque de Magna Carta, n'en avaient pas. Autrement dit, la population au complet. Et j'en arrive à une question plus pointue, c'est que je suis d'accord avec vous qu'il y a une théorie de la séparation des pouvoirs qui s'est construite de plus en plus, mais qui s'est beaucoup construite autour du rapport entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Alors que, puis je reviens un peu, j'ai fait un peu exprès parce que mon propos initial quand j'ai parlé au début, c'est qu'il me semble que dans une perspective démocratique, il faut que la démocratie soit autre chose qu'une démocratie d'autorisation, où au fond, on vote pour des exécutifs qui peuvent ne pas se soucier, absolument pas, même de leur propre chambre d'assemblée, recourir au bâillon. Et je me dis, la question que je pose, et peut-être vous ne pourrez pas y répondre, Monsieur le juge, c'est si ce que vous dites, c'est que le principe de séparation des pouvoirs est plus concret juridiquement qu'on le pensait, dans quelle mesure il permettrait de policer justement le rapport, cette fois, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif? Quand les tribunaux l'ont fait, à l'époque de Cook, par exemple, c'est que le monarque n'avait absolument aucune légitimité démocratique. Alors, il était possible pour eux de dire non, ce pouvoir-là relève plutôt du Parlement. Mais aujourd'hui, cette boucle que Bagehot dont parle, cette boucle qui fait du cabinet le lien entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est aussi ce qui démocratise le pouvoir du cabinet. Alors, autrement dit, on est un peu coincé. On est un peu coincé. Le cabinet, par convention constitutionnelle, il agit démocratiquement. Mais le problème, c'est qu'il concentre une masse de pouvoir au détriment d'une démocratie de délibération. Je vais répondre génériquement. Le fait qu'une conception canadienne de la séparation des pouvoirs soit encore en plein développement, peut-être même en enfance, je pense qu'il devrait nous inciter à examiner des questions qui n'ont jamais été posées. Comme un exemple, personne, à ma connaissance, personne n'a proposé de théorie juridique défendable de l'exécutif dans un système de type Westminster. Et c'est un sujet qui est levé par les deux questions plus tôt aujourd'hui. La clause Henry VIII. Peut-être maintenant, je suis un peu indûment optimiste. Peut-être une meilleure compréhension de la séparation des pouvoirs pourrait nous aider à comprendre pourquoi il en est ainsi. Et ça, c'est probablement tout ce que je pourrais dire maintenant. Merci. Dwight? C'est un effort faible. Vous n'êtes pas dans une position facile pour répondre à ce genre de questions-là. Comme quand vous étiez trop gentil avec l'introduction, vous êtes trop gentil à dire que j'avais de la courage à soulever des questions de l'autolimitation du pouvoir juridique par les juges. Évidemment, c'est difficile de le soulever
avec un juge, on ne peut pas vraiment avoir une discussion pleine à cause des limitations de ce qu'on peut dire comme juge. Et je respecte immensément la position de Monsieur le juge Brown et apprécier vraiment ses commentaires de cet après-midi, même quand on a des discussions différentes. Je manquais aussi le courage dans un autre sens, parce qu'il y a un autre instrument pour limiter le pouvoir juridique aux certaines situations. Mais ça soulève beaucoup de questions compliquées. C'est quelque chose pour une autre discussion, mais ça serait l'article 33 de la Charte canadienne et l'équivalent au Québec dans votre charte. On a là un article qui offre aux législateurs une occasion de choisir de limiter certaines interprétations juridiques. Mais on a évidemment des discussions complexes envers certaines utilisations de cet article. Et ça serait une autre discussion altogether. Mais en parlant de la séparation des pouvoirs au Canada, ça serait quelque chose d'autre intéressant à examiner avec une théorie de la séparation des pouvoirs. Oui, effectivement, c'est une chose qui peut être abordée, mais comme le dit le professeur Newman, une façon de restreindre le pouvoir des juges, c'est de recourir aux clauses de dérogation. Alors, on en sait quelque chose ici, mais c'est vrai que c'est une toute autre histoire et ça pourrait certainement faire l'objet d'une autre conférence. Alors, si tu me permets, Anne-Roux, je vais conclure. Hein? Oui, vas-y. Bon, écoutez, je vous remercie. Je constate que vous êtes beaucoup à vous être présentés. Alors, merci à nos conférenciers. Merci à Monsieur le juge Russell. Merci au professeur Newman. Merci à vous tous d'être venus virtuellement en si grand nombre. Et puis, merci encore une fois à mon collègue Anne-Roux pour tous ses efforts, tous les efforts qu'il a déployés dans la préparation de cette conférence, du soutien de ma faculté aussi, de la présence de la doyenne. Et puis, je souligne que les conférences Chevrette-Marx présentées antérieurement, et comme celle-ci le sera, ont été publiées par les éditions Thémis et que vous pouvez vous en procurer une copie auprès de la Coop Droit ou des éditions Thémis elles-mêmes. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire bonjour. Et puis, merci beaucoup, puis à l'an prochain.